Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on projette la population mondiale au regard de ces taux de natalité, cet effondrement de la natalité, on s'aperçoit que le pic de population mondiale probablement sera atteint autour de 2040-2050 et qu'en 2080, la population mondiale devrait être tournée autour de 6 à 7 milliards. C'est-à-dire qu'on va perdre 1 à 2 milliards d'individus. À ça s'ajoute un autre phénomène qui est le vieillissement de la population. On a de moins en moins de 15-64 ans qui sont les actifs. Et c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça veut dire que sur les 50 prochaines années, la part des actifs va continuer à se réduire. Et cette part des actifs continuant à se réduire, la disponibilité de compétences, elle se réduira aussi. Et à partir de ce moment-là, on est comme l'or, par exemple. Et c'est une matière première où il y en a peu, et il faut la traiter comme telle. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Couturier. Jean-Philippe est serial entrepreneur, fondateur de Whooz et auteur de « Lorsque mon boss sera une intelligence artificielle ». Whooz est une société créée en 2016, éditeur d'un SaaS de staffing pour les sociétés de services, conseils, ESN et ingénierie. Ils ont levé 30 millions en 2022 et emploient 100 personnes. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marc. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise ? Qu'est-ce que vous faites chez Whooz exactement ? Avec plaisir. Alors Whooz, c'est le leader des solutions de staffing destinées aux sociétés de services, ESN, sociétés d'ingénierie et sociétés de conseil. Et Whooz, c'est un vertical, ce qu'on appelle un vertical, c'est dédié à cette industrie du professional service qu'on appelle. Et le point de Whooz, c'est de proposer la meilleure allocation entre les talents d'une entreprise, interne ou externe, et les projets de l'entreprise. Ces sociétés de services, elles sont mandatées par leurs clients pour réaliser des grands projets, par exemple la mise en place de Salesforce, la mise en place d'une nouvelle ligne de métro, etc. Et pour ce faire, elles ont besoin de mobiliser des experts d'horizons divers. Elles ont besoin de les mobiliser à certaines périodes du projet. Et Whooz permet, en un clic, de cartographier l'ensemble des compétences de ces sociétés et ensuite de trouver la meilleure allocation en fonction du projet. D'accord, donc une sorte d'ordonnancement des tâches et des ressources humaines ? Alors, l'ordonnancement des tâches et des ressources humaines, c'est une toute petite partie dans le staffing. C'est globalement, j'ai trouvé les bonnes personnes et je vais ordonnancer l'exécution des différentes tâches et sous-tâches. Une des particularités de Whooz, c'est de proposer une cartographie des compétences basée sur un ensemble de techniques d'intelligence artificielle, notamment un gros réseau de neurones qui cartographie à peu près 1 million de compétences, 100 000 macro-compétences, 10 000 concepts, qui joue le rôle d'un dictionnaire de synonymes global et qui permet de calculer les distances entre les compétences et de rapprocher les compétences. Pour le dire autrement, 2 experts vont généralement, en langage naturel, exprimer leurs compétences avec des mots-clés différents. Si tu fais une recherche aux mots-clés, tu trouves qu'un seul des experts, voire 0 si tu n'as pas utilisé les bons mots-clés. Ouais. Nous, on va regarder le mot-clé que tu vas introduire dans ta recherche et on va chercher tous les experts qui ont ces compétences, les compétences qui sont dans le cluster qui contient cette compétence. Donc, on va rechercher toutes les compétences qui sont connexes à celle-ci. Et donc, la recherche est beaucoup plus pertinente. Elle permet de faire de la recherche multicritère. Donc, une des particularités, vraiment, c'est pas de faire entre guillemets de l'ordonnancement, mais plutôt de regarder quelles sont les bonnes personnes, les bons talents, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur disponibilité, en fonction de leurs aspirations, ce qu'elles veulent faire, sur quel type de projet elles veulent travailler, quelles sont les compétences qu'elles veulent développer, et puis ensuite d'associer ça avec les besoins sur les projets. Ok. Alors c'est marrant parce que la façon dont tu le décris, j'ai l'impression que c'est presque un outil de recrutement qui pourrait être utilisé pour matcher des offres avec des candidats. Pourquoi les ESN, pourquoi les boîtes de conseil ? Alors, sur le marché, il y a déjà des outils qui existent, qui s'appellent des ATS, qui permettent de gérer tout le processus de recrutement des entreprises. Elles le font généralement pas sur cette base de matching et je te rejoins complètement. On pourrait l'utiliser pour faire ce matching sur offres et candidats. Nous, on a choisi vraiment de cibler ce marché qui n'avait pas de solution pour faire ça. Et c'est un marché qui est important. D'accord. Donc oui, on pourrait le faire. Maintenant, on se concentre d'abord sur les besoins de nos clients, sur leurs besoins cœur. Il faut savoir que le marché du conseil ESN et ingénierie en France, il est assez peu connu, mais il fait 2 fois la taille de l'aéronautique en France, qui est pourtant un gros secteur d'activité. Un marché qui fait plus de 100 milliards de revenus, et dans le monde, ça fait plus de 3500 milliards de revenus.
Et c'est un marché qui s'est très peu digitalisé. Il y avait, avant qu'on arrive, pas de solution, ou des solutions qui n'intégraient pas ces deux dimensions, c'est-à-dire les talents et les projets. Et aujourd'hui, on a une croissance qui fait qu'on ne regarde pas d'autres marchés pour l'instant, comme le marché des ATS. En revanche, certains de nos clients utilisent nos technos, effectivement, pour matcher leurs offres et les CV qu'ils reçoivent, et notamment, et ça c'est une particularité de ce qu'on peut faire, avec leurs besoins réels dans les projets. Et en fait, ce qu'ils regardent, c'est pas le matching entre l'offre qu'ils ont publiée et le talent, le CV du talent qui arrive, mais entre l'offre qu'ils ont publiée, la demande réelle en compétences, en talents sur les projets à l'heure où on se parle, et puis les talents qui postulent. Et donc, en fait, on va pouvoir prioriser. Alors, sur la France, l'Europe, c'est important, parce qu'il y a des sociétés parmi nos clients qui recrutent des milliers de personnes chaque année. En Inde, ça l'est encore plus. Il faut savoir qu'en Inde, on a des clients qui recrutent plus de 10 000 personnes par mois, et qui reçoivent 2 millions de CV par an. Oui. Donc là, la techno aide. Oui. Alors, justement, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle solution ? Les avantages, d'abord, c'est de digitaliser ce qu'on appelle le Global Talent Deployment, c'est-à-dire le talent, en fait, le déploiement global des talents. Alors, il s'est passé un truc, là, avec la Covid, sur ce marché. D'abord, beaucoup de dirigeants se sont aperçus qu'ils ne savaient pas ce que leurs consultants faisaient. C'est quand même un petit problème quand on veut réallouer. Et je parlais de Toulouse, l'aéronautique, pardon, tout à l'heure. Eh bien, l'aéronautique a été durement touchée en 2020. Néanmoins, le secteur bancaire, lui, continuait à faire fonctionner ses projets en télétravail. Et quand on ne sait pas qui est disponible et ce que font les gens à Toulouse, on ne peut pas les réallouer en télétravail à Noisy-le-Grand ou à Paris. Donc, il y a ce besoin, cette prise de conscience de savoir ce que font les gens et de savoir quelles sont les compétences des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le télétravail. La Covid a accéléré le télétravail qui fait qu'aujourd'hui, quand on staffe des projets, quand on alloue des gens sur des projets, en fait, on les staffe de façon hybride, c'est-à-dire en prenant des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, ce besoin, là où le marché était très local jusqu'en 2020, en fait, ce besoin est devenu global et les entreprises ont ce besoin maintenant de cartographier de façon globale et de pouvoir allouer de façon globale. Il y a un troisième phénomène sur ce marché qui est très intéressant. C'est un marché qui intéressait assez peu les fonds de private equity jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, tous les grands fonds de private equity, on parle vraiment de fonds qui managent plus de 100 milliards d'assets, ont des sociétés de services à leur portefeuille et poussent très très fort à l'industrialisation et la digitalisation de ce secteur. D'accord. Alors, votre donnée brute, qu'est-ce que c'est à la base ? L'algo est construit sur quelles données ? Alors d'abord, on a choisi aussi ce secteur, encore une fois, parce qu'il y avait un marché déjà, mais aussi parce que c'est un marché qui a de la donnée. Contrairement à plein d'industries, en fait, ce marché travaille avec des CV. Et donc, en fait, quand on présente des gens sur des missions, on présente leur CV. C'est-à-dire que si demain, L'Oréal ou Orange veulent implémenter un nouveau système d'information, pas de facturation, un nouveau système d'information de CRM, eh bien, ils vont demander à ces sociétés de services, ces ESN, de venir avec des consultants et la première chose qu'on leur envoie, c'est des CV ou des dossiers de compétences, peu importe comment on les appelle, mais on base vraiment là-dessus. Donc, en fait, c'est une industrie qui a beaucoup de données moyennement structuré, certes, mais dans un CV au format PDF qu'on peut réutiliser nous pour améliorer cette ontologie de compétences, c'est-à-dire ce réseau de neurones de compétences. Donc, la première des choses et la première des données qu'on a exploitées, c'est toute la donnée disponible. Alors, peu chez nos clients finalement, mais beaucoup sur Internet et beaucoup sur les sources de données externes, qui nous a permis de créer cette ontologie globale de compétences. Première source de données qui là est moins celle de nos clients. Puis ensuite, côté client, on a bien en fait tous leurs salariés, tous leurs sous-traitants, leurs freelances, avec leurs dossiers de compétences et l'ensemble des informations qui les concernent. On fait par exemple, quand on doit intervenir chez un client, eh bien, on va prendre en compte la dimension géographique, c'est-à-dire le fait qu'un individu qui doit intervenir chez un client habite près de chez ce client. Et donc, la géolocalisation est importante. Donc, on a beaucoup de données, même personnelles, de chaque salarié. Ensuite, on a les données de projet. On sait en fait dire... alors nous, on sait... D'ailleurs, je tiens à le préciser, nous, on ne sait pas dire grand-chose parce qu'en fait, il se trouve que c'est les données de nos clients, d'abord. Mais ce qu'on manipule dans la solution, ce que nos clients manipulent, sont aussi les données de leur projet. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de faire un projet de CRM. Pour ça, je vais avoir besoin de Product Owner, de Business Analyst, de Scrum Master, etc. Et donc, l'ensemble de ces besoins dans l'entreprise. Et en fait, on va ensuite matcher les deux. Et donc, on a les données de staffing, c'est-à-dire qui j'ai alloué sur quelle mission. Alors ça me donne plein d'informations.
Ça me donne, par exemple, je sais dire, voilà les compétences de plus en plus demandées aujourd'hui sur le marché, sur l'ensemble des projets, dans l'ingénierie, dans l'IT, etc. Voilà les nouvelles compétences qui sont de plus en plus demandées. Voilà les compétences qui sont de moins en moins demandées. Dans ma workforce, voilà les gens qui ont ces compétences de plus en plus demandées, voilà les gens qui ont ces compétences de moins en moins demandées et qu'il faudrait que je forme pour aller vers ces compétences de plus en plus demandées. Donc on fait ce qu'on appelle du tactical workforce planning, du strategic workforce planning, c'est-à-dire on va prédire les besoins en compétences à 3 mois, 6 mois et jusqu'à 3 ans sur les compétences actuelles ou sur les tendances actuelles. Oui, c'est sûr, une fois que la donnée est structurée, il y a plein d'analyses à faire. Pour revenir sur la structuration de la donnée, oui, c'est donner des clients, donc d'une certaine façon, finalement, il n'y a pas tant accès que ça. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un dataset d'entraînement structuré avec la supervision dont on a besoin? On a les CV. D'une certaine façon, il va nous falloir des annotations pour faire du machine learning. Ouais. Est-ce que c'est des petites mains qui le font? Est-ce qu'on utilise le lien avec l'ATS, avec je ne sais pas quel outil structuré? Alors, il faut savoir que nos clients, par exemple, tous leurs consultants sont connectés. Ouais. Donc, en fait, on leur demande de vérifier leur CV, on leur demande ça. Donc, on essaie de faire 80-90% du travail. On n'a pas la prétention de faire 100%. L'IA, ça répond pas à 100%. Alors, je comprends que beaucoup de gens se disent la techno doit être parfaite. Non, la techno, comme les êtres humains, n'est pas parfait et la techno ne fait pas 100%. En revanche, elle permet de gagner beaucoup de temps. On va être capable de présenter un CV à un salarié, de lui demander de le vérifier, mais de le traduire automatiquement en plusieurs langues. On va être capable, même dans les fonctions qui arrivent là, avec la Gen AI, de reformater le CV pour qu'il soit plus joli, plus marketing, qu'il présente mieux, etc. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont apportées par l'intelligence artificielle. La source de données qu'on a, encore une fois, ce sont des sources de données externes, des choses comme Wikipédia, GitHub, etc. Il y a beaucoup de données et beaucoup d'informations sur ces endroits. Les job boards, en fait, qui nous permettent de voir les offres d'emploi actuelles, les nouvelles compétences, etc. Et puis, on disait CCV. Et en fait, ensuite, on a effectivement des gens qui vont annoter parce que dans 90% des cas, quand on détecte une nouvelle compétence, elle va être mise dans le bon cluster. C'est-à-dire qu'on va réussir à la rattacher aux autres compétences et dans le bon ordre. Dans 10% des cas, ça se passe pas bien. Et là, on a besoin effectivement d'êtres humains qui vont annoter et qui vont replacer au bon endroit. Donc oui, on a de l'intervention humaine, à peu près comme tous les gens qui font l'IA sérieuse. Mais là, de ce que je comprends, l'intervention humaine sert à la fois en opérationnel pour corriger des petites erreurs de l'algo, mais aussi, du coup, créer une base d'entraînement pour le prochain algo. Le mois prochain, l'an prochain. Oui, alors ça, c'est sur les données, vraiment sur les compétences. On a d'autres, par exemple, on a des algorithmes qui vont prédire le besoin en talent sur les mois à venir versus la demande en talent. Oui. Et voir si ça match ou pas. Et là-dessus, en fait, pour le coup, là, ça marche bien parce qu'on a ce qu'on appelle les algorithmes avec un entraînement supervisé, c'est-à-dire qu'en fait, on sait si on a été bon ou pas, puisque 3 mois plus tard, on saura si la prédiction était bonne ou pas. Et donc, on va corriger l'algorithme grâce à ça. Et donc, l'algorithme, progressivement, il apprend, il se corrige, et voilà. Alors, sur ce deuxième algo, qu'est-ce qu'on utilise comme source pour prédire les besoins futurs? Est-ce qu'on fait de l'autorégression, on regarde le signal passé, la saisonnalité, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a vraiment des sources extérieures de signal que vous regardez, je sais pas moi, l'économie? On va utiliser d'abord énormément les sources internes, parce qu'en fait, on voit vraiment, et oui, on va travailler beaucoup sur de la régression. Ensuite, on va introduire de la donnée externe, effectivement, de type macroéconomique. Aujourd'hui, honnêtement, on l'introduit un peu, mais c'est pas l'essentiel de l'algo. L'essentiel de l'algo, il est sur, je regarde les données du passé, je m'entraîne, et voilà. Ok. Mais parce qu'encore une fois, dans ces marchés, il y a une forme d'inertie. Il y a une forme d'inertie parce que les contrats ne sont pas des contrats à la semaine ou des contrats au mois le mois. Donc cette inertie, elle fait que on est moins sensible, on est sensible en retard en fait au grand phénomène de l'économie. C'est-à-dire que on a quelques mois. C'est un peu comme le système de chauffage avec une hystérésis, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête le chauffage avant qu'il fasse trop chaud parce qu'on sait qu'il y a une forme d'inertie. Sur le marché, il y a aussi cette forme d'inertie. Ok. Quels ont été les principaux verrous, obstacles technologiques pour faire ce que vous faites et comment est-ce que vous les avez résolus? Alors, le premier grand verrou, quand on a démarré l'entreprise, le premier grand verrou, ça a été très clairement la création de cette ontologie de compétences. Alors, il se trouve que moi, j'ai créé un cabinet de conseil en 2005 qui faisait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai revendu à Orange Business Services et on avait un soft. Moi, je suis informaticien à la base, donc je suis un peu feignant, mais je n'ai pas envie de faire mon staffing, encore une fois, à la main, avec une feuille Excel, etc. Donc, on avait créé un soft, et dessus, on avait créé un arbre de compétences.
Donc une belle taxonomie où, évidemment, quand on a quelqu'un qui fait du contrôle de gestion sur les systèmes d'information, on ne sait pas s'il faut le mettre en contrôle de gestion ou en système d'information. Ça, c'est le problème des arbres, c'est qu'à un moment, il faut choisir si on va à droite ou à gauche. Et puis le deuxième problème, c'est que ça se mettait pas à jour automatiquement. Et là, on voit bien que très très vite, on arrive à une limite. C'est-à-dire que dès qu'on accueille un nouveau consultant dans les équipes, interne ou externe, on lui demande de ressaisir son CV, il nous explique qu'il lui manque une compétence là, qu'il lui manque ci, qu'il lui manque ça. Et en fait, on perd beaucoup de temps, c'est jamais à jour. Et puis finalement, à un moment donné, on n'arrive pas à tenir à jour. Et ça coûte très cher. Et donc, on s'est dit, la première chose qu'il faut faire, c'est simplifier de façon drastique l'interaction des consultants avec la solution. Et pour ça, on récupère un CV PDF, on le dissèque, on trouve les clients, les compétences, les dates, etc., les certifications, les langues parlées, etc., automatiquement, et on récupère 90% du CV. À côté de ça, chaque fois qu'on va lui demander, on va pas lui demander de décrire ses compétences, on va chercher à inférer les compétences qu'il a depuis la matière première qu'il nous donne. Et en fait, on va essayer de réduire au maximum le travail qu'il a à faire sur la solution. Et pour ça, il nous fallait cette ontologie. Donc, c'est la première chose qu'on a dû craquer. La deuxième chose qu'on a dû craquer, qui est moins de la donnée, mais qui est en fait l'expérience au quotidien, c'est qu'il faut... c'est très bien de se dire qu'il y a un marché. Maintenant, il faut résoudre un vrai problème, et pas le problème qu'on imagine nous, mais le problème qu'ont réellement nos clients. Le fait d'avoir fait beaucoup ce métier, ça nous aide énormément, parce qu'on connaît parfaitement l'industrie. Il n'empêche que ça a été d'être au contact de professionnels de cette industrie et de voir vraiment quelles étaient les difficultés et comment on pouvait les aider à résoudre. Donc on a fait pas mal de pivots pour arriver vraiment à ce qu'est Wooz aujourd'hui. Tu parlais de dissection du CV. La date de création de l'entreprise, c'est 2016, c'est longtemps avant les LLM. Je me pose un peu la question, comment est-ce que l'arrivée des LLM comme technologie qui permet, on va dire, de faire ça très efficacement, en tout cas de traiter le texte vraiment pour les sujets de parsing et compagnie, comment est-ce que vous l'avez vécu en interne? Est-ce que ça coupe un peu l'herbe sous le pied d'années de R&D? Est-ce que c'est quelque chose qui vient se mettre en plus? Est-ce que vous êtes dessus? Alors on est dessus, bien sûr. Ça ne nous coupe pas du tout l'herbe sous le pied. C'est même c'est une super techno. Déjà, je pense que quand il y a des technos comme ça qui émergent, il faut les accueillir. Ouais. Enfin, on peut se dire que c'est horrible, mais ça va pas nous sauver. Pour nous, c'est un gros avantage parce que en fait, ces techniques de dissection de CV, si bonnes soient-elles, elles n'étaient pas parfaites. Les LLM nous permettent d'aller encore un cran plus loin et disséquer. Ouais. En revanche, c'est pas les technos qu'on a eu le plus de mal à mettre au point. La réalité, c'est que vraiment, l'asset énorme de Wooz aujourd'hui, au-delà de l'ensemble des processus qui sont gérés par la solution, et on gère des milliards de projets, enfin des milliards d'euros de projets dans la solution. Donc on a mis au point un ensemble de fonctionnalités qui sont utiles à nos clients, et ça c'est déjà un vrai saut quantique. Mais un des assets importants, c'est cette ontologie de compétences. Et cette ontologie de compétences qui structure la donnée. Aujourd'hui, nos réseaux de neurones, on a testé pas mal de dimensions. Il faut, pour bien décrire sur une langue donnée les compétences et être capable de calculer des vraies distances entre compétences, il faut à peu près 110 dimensions. Il n'en faut pas 2, 3, il en faut 110. Et donc, à un moment donné, les LLM vont améliorer le parsing des CV. En revanche, cette ontologie de compétences, elle nous permet de structurer, de calculer des distances, ce que les LLM font pas, en fait, ou très mal. Et au niveau de l'ontologie de compétences, du coup, que vous avez faite en interne, est-ce que c'est quelque chose que vous reliez à d'autres travaux? Je pense notamment à ce que fait le Pôle emploi avec sa classification un peu des métiers, des compétences liées aux métiers, etc. Est-ce que vous l'utilisez pas? Vous arrivez à vous y relier avec les codes ROM notamment? Ouais. Alors on relie, en fait on regarde ce que fait Pôle emploi, la France, l'Europe, etc. Et en fait tout le monde s'est mis à faire des référentiels de compétences. Nous on a décidé avec nos clients d'avoir une approche hybride, c'est-à-dire qu'on fournit une ontologie de compétences et ensuite on peut charger une taxonomie de compétences qui est propre à chacun de nos clients. Et cette taxonomie, ça peut être un référentiel ROM, ça peut être autre chose. Et donc, on relie en fait ces référentiels à notre ontologie. Et en fait, cette approche hybride, elle nous permet de dire, si vous avez une taxonomie avec un choix préférentiel, on va l'utiliser de préférence dans la solution. En revanche, si à un moment donné, on a besoin de compléter, on complétera avec l'ontologie. Et si vous avez rien, l'ontologie, elle fera le boulot. D'accord. Et ça crée pas une complexité technique? Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, parce qu'on l'a intégré dans notre moteur de matching. Pareil, on a un moteur spécifique de matching qui nous permet d'aller matcher des besoins sur des projets avec de l'offre, avec des talents en fait. Et en fait, c'est cette intégration qui fonctionne très bien et qui permet de faire honnêtement fonctionner le meilleur des deux mondes. Alors, du côté de l'évangélisation et de ce que vous devez dire tout le temps aujourd'hui aux clients, aux différentes parties prenantes,
Qu'est-ce que tu penses qui sera une évidence pour tout le monde dans 10 ans ou dans 20 ans et qu'il faut dire aujourd'hui tous les jours? Alors, en fait, d'abord, nos clients sont, je le dis et je le répète, plutôt des ESN, des sociétés d'ingénierie ou des sociétés de conseil qui ont toujours travaillé avec la compétence. Donc, ces gens c'est une industrie qui a une conscience plus aiguisée de l'importance de la compétence et de l'importance de la gestion de la compétence, de l'upskilling, du reskilling et vraiment de ces compétences qui changent tout le temps. Le propre d'une société de service, c'est de fournir à ses clients les talents qui comprennent les technologies dont elles ont besoin. Et donc, ces technologies, elles sont plutôt nouvelles. Donc, c'est un sujet qu'elles maîtrisent plutôt mieux que la moyenne. En revanche, c'est une industrie qui s'est peu digitalisée sur ce sujet et donc qui se digitalise aujourd'hui. Je pense que les gens ne découvriront pas des choses dans 10 ans. En revanche, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura mis en œuvre ce que tout le monde écrit aujourd'hui, mais que personne ne fait, ou très peu. C'est ce qu'on appelle le passage de job-based à skills-based organization. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont une fiche de poste, ils ont un poste, ils travaillent sur ce poste. Et en fait, de plus en plus, on découpe les besoins, on découpe l'entreprise en projets, en besoins sur des tâches, et on va allouer les meilleurs compétences, les gens qui ont la meilleure compétence pour faire ces projets ou pour faire ces tâches. Et ça change vraiment les modes d'organisation. Il y a beaucoup de papiers qui ont été écrits par des gens comme McKinsey, comme Deloitte, comme Capgemini, etc. sur le sujet. Et je pense vraiment que aujourd'hui, c'est beaucoup sur le papier. Je parle pas dans ces sociétés de services qui, elles, vraiment fonctionnent déjà sur ces skills-based organization pour partie, mais pour le reste des industries. Et on va de plus en plus pointer la compétence parce que on est sur des marchés qui s'hyper spécialisent, parce que le rythme est de plus en plus rapide et qu'à un moment donné, on a besoin de gens extrêmement compétents sur telle ou telle technologie. Et donc, ce fait de gérer la compétence grâce à l'IA, parce qu'en plus, encore une fois, on avait vraiment du mal à le faire sans IA. C'est très coûteux et c'est partiel. Mais je pense qu'on va accélérer très fortement sur les 10 prochaines années la gestion de la compétence au sein de l'entreprise qui devient un challenge absolument incroyable. On considère maintenant que la compétence est une monnaie. Et en fait, il y a beaucoup de papiers du World Economic Forum qui montrent que la compétence aujourd'hui est une monnaie et elle a toutes les caractéristiques d'une monnaie. C'est-à-dire les caractéristiques d'une monnaie, c'est intéressant ça. La compétence d'abord, elle est... on parle vraiment de guerre des talents. La compétence aujourd'hui, elle est rare. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui le marché de la compétence, elle sera de plus en plus rare. Je m'explique. On rentre aujourd'hui, et depuis 10 ans d'ailleurs pour l'Europe et la Chine, sur un effondrement massif des taux de natalité. Ce sera la même chose pour les US et l'Inde d'ici 2030. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on projette la population mondiale au regard de ces taux de natalité, cet effondrement de la natalité, on s'aperçoit que le pic de population mondiale probablement sera atteint autour de 2040-2050, et qu'en 2080, la population mondiale devrait être tournée autour de 6 à 7 milliards. C'est-à-dire qu'on va perdre 1 à 2 milliards d'individus. À ça s'ajoute un autre phénomène qui est le vieillissement de la population. On a de moins en moins de 15-64 ans qui sont les actifs. Et c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça veut dire que sur les 50 prochaines années, la part des actifs va continuer à se réduire. Et cette part des actifs continuant à se réduire, la disponibilité de compétences, elle se réduira aussi. Et à partir de ce moment-là, on est comme l'or, par exemple, et c'est une matière première où il y en a peu, et il faut la traiter comme telle. Donc, c'est pour ça que ça prend les caractéristiques de monnaie. Alors, il y a plein d'autres caractéristiques qui font que ça s'apparente à une monnaie, mais la compétence est un bien qui est de plus en plus rare et qui va se traiter comme tel. C'est pour ça d'ailleurs que on parle maintenant, et nous on fournit ces fonctionnalités de staffing qui permettent de maximiser les taux d'usage en prenant en compte les besoins en reskilling, en prenant en compte les aspirations des gens, parce qu'on veut les garder, mais en plus on veut leur faire des choses utiles. Quand une chose est rare et qu'elle est chère, eh bien à un moment donné on optimise sa façon de l'utiliser. Alors quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps sur des travaux de R&D, de produits? Plusieurs choses sur les travaux de R&D de produits. Je pense que la première des choses, et je vais faire de la répétition parce que déjà beaucoup de gens l'ont dit, et ce qui est incroyable dans la vie, c'est que beaucoup de gens le disent et pourtant on fait quand même les erreurs. Mais je pense qu'il faut avoir des approches itératives avec des petits pas, et ça c'est important. Quand bien même on irait travailler sur un marché qui demande des grands pas.
Pour expliquer un peu, Wooz, c'est une société un peu particulière. La façon de se développer d'une start-up classique, c'est je crée un petit morceau de logiciel et puis je le mets à disposition ou d'équipes de grandes entreprises ou plus généralement de PME qui vont acheter mon logiciel. Et puis avec le chiffre d'affaires que je fais, j'augmente la taille de ma R&D et progressivement, j'augmente le nombre de fonctionnalités et à un moment donné, je vais voir des grands groupes au bout de 10, 15, 20 ans. Et maintenant, avec des phénomènes de levée de fonds, ça peut s'accélérer, mais mine de rien, le processus classique, il est là. C'est je fais des petits pas, je commence par les PME, et puis je vais vers les grands groupes. Ça a pris 20 ans à Salesforce, mais mine de rien, en commençant par de la micro-entreprise, aujourd'hui, ils vendent aux plus grands groupes. Sur le marché qui est le nôtre, on a dû faire l'inverse. C'est pas qu'on voulait faire différemment des autres, c'est qu'on n'avait pas le choix. Pourquoi ? Parce que le staffing, ça touche l'ensemble de l'entreprise. Et en fait, les petites entreprises ou des cabinets de conseil de 50 personnes, elles ont souvent 5 personnes sur le banc. Elles n'ont pas besoin d'un soft de staffing. Elles ont besoin d'un ERP vertical, mais elles n'ont pas besoin d'un soft de staffing. Donc nos clients sont plutôt des clients qui ont plusieurs centaines, surtout plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et quand on traite plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, on a besoin de faire des grands pas. Et bien, même dans ces grands pas, il faut savoir faire des petits pas. C'est-à-dire qu'il faut être au contact des clients et il faut aller regarder le besoin, il faut s'asseoir avec eux. Ça, c'est la première des choses. C'est s'asseoir avec les gens et regarder quel est le vrai sujet. Nous, on a pivoté plusieurs fois parce qu'au départ, on voulait tout faire. Alors ça, c'est des choses que je peux partager, c'est qu'au départ, on s'est dit, voilà, on va faire un truc, il va tout faire. Et ben, faire tout, aujourd'hui, les solutions sont tellement évoluées, ont tellement de profondeur, que vouloir réinventer et se dire, dans ma solution, je vais tout faire, ça ne marche pas. Et on a mis un peu de temps à trouver notre proposition de valeur, une proposition de valeur très très claire, et derrière, à développer des fonctionnalités qui correspondent à cette proposition de valeur, et uniquement à ça. Proposition de valeur, c'est maximiser la performance de nos clients. Et quand on parle de performance, c'est souvent de performance économique, la marge, le revenu, d'accord ? En digitalisant leur staffing, pour répondre au mieux aux besoins de leurs clients. Je parlais des projets, de nouveaux métros, etc. Les aspirations de leurs collaborateurs et leurs enjeux de performance. Et en fait, c'est vraiment de réconcilier collaborateurs, clients et entreprises sur vraiment ces enjeux de je délivre les projets en temps, en heure, dans les budgets. Je développe les compétences de mes collaborateurs et je réponds aux enjeux de performance du marché et ceux que je me suis donné. Pour ça, encore une fois, on a besoin, parce qu'on traite de grands clients, on a besoin d'être ISO 27001, on a plein RGPD, on a une énorme compliance RGPD, etc. Donc on a beaucoup d'enjeux là-dessus. Et en face, il faut quand même savoir faire des petits pas parce que sinon, on va développer des choses qui serviront à rien. Donc, contact client, petits pas, hyper important, même si on doit commencer gros. Nous, sur les 3 premières années, on a mis 10 millions d'euros de R&D. Et ben, l'enjeu là, c'est de ne pas se tromper et d'utiliser au mieux ces 10 millions. Et on sera à peu près à 20 millions de R&D à la fin de cette année sur la solution. Et si on les utilise mal, on peut très vite dépenser beaucoup d'argent qui ne servent à rien. Le deuxième conseil peut-être que je donnerais, c'est il faut s'inspirer un peu dans le monde des startups de ce que font les Américains. Je pense qu'en France, on a des ingénieurs géniaux, on a des mathématiciens géniaux, on a des gens qui font de l'IA qui sont incroyables. Il faut juste pas oublier que quelle que soit la beauté et l'intelligence de la solution qu'on propose, il faut la vendre. Et que c'est pas parce qu'on a un super produit qu'il se vendra. Et là-dessus, je citerai des travaux qu'on fait avec Gartner, où Gartner dit généralement les solutions européennes sont plus avancées que les solutions américaines, mais elles se vendent moins bien parce que ceux qui savent vendre, ceux qui savent faire du marketing, c'est les Américains. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'inspirer des Américains, de regarder ce qu'ils font. Moi, si je devais refaire une chose chez Wooz, je ferais grandir le département commercial beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? Alors, d'abord, je suis un techno-optimiste, et je pense qu'en plus, non, je pense qu'il faut accueillir le progrès. Je vois plein de raisons à ça. Mais la première, je vais revenir à ce que je disais, on a une vraie chute massive des natalités. Donc, on a une chute des actifs, et on est sur un plateau de productivité. C'est-à-dire que si on regarde bien sur les 10 dernières années, on est sur un pur plateau de productivité. Donc on ne produit pas plus, par talent, et de l'autre côté, on a une population de plus en plus senior. Les actifs vont baisser, les seniors vont monter, il y a un moment, il va bien falloir financer l'économie. C'est-à-dire qu'il va bien falloir trouver les moyens de financer, notamment les retraites des seniors. Et ça va arriver dans 20 ou 30 ans.
Moi, ça me plaît pas parce que c'est le moment où normalement, je passerai dans une catégorie de senior. Donc, à un moment, il faut le financer. Et l'IA, c'est le moyen probablement de regagner ses points de productivité et de sortir de ce plateau. Parce que c'est une nouvelle techno de rupture. Ces technos de rupture, c'est ce qui permet de sortir de plateaux de productivité. Et ces nouvelles technologies qui permettent de sortir de ces plateaux de productivité vont permettre probablement de financer une grosse partie de l'économie qu'on ne saurait plus sinon financer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'IA permet des progrès extraordinaires. Je ne vais pas citer de nom, mais le patron d'une grosse boîte de biotech qui a racheté une boîte d'IA disait que selon lui, la combinaison de l'IA et des biotech fait qu'on arriverait à guérir 50% des cancers à horizon 2025. C'est complètement nouveau. On n'a jamais réussi, on n'a jamais fait autant de progrès. Et là, je partage une anecdote là-dessus. Je donnais une conférence justement sur l'IA et le progrès et l'innovation, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'est l'histoire du progrès et l'innovation et le rythme de ce progrès et de cette innovation. En fait, ce rythme du progrès et de l'innovation, il est exponentiel, mais nos cerveaux ne sont capables de penser que de façon très linéaire. Et avant cette conf, pour l'introduire, il y avait 2 médecins, il y avait un parterre d'oncologues, de chirurgiens, etc. Il y avait 2 chirurgiens oncologues qui expliquaient ils prenaient le cas d'un patient atteint d'un cancer. Ils montraient comment on le soignait en 2018, 2021, 2023. En 2018, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie lourde, pour tomber sur des gens qui finalement étaient handicapés à vie. 2021, même protocole, mais chirurgie lourde uniquement sur 80% des patients, 20% n'ont plus cette chirurgie lourde et ne sont plus handicapés. 2023, immunothérapie, traitement personnalisé, 100% de rémission, plus de chirurgie, plus de chimio, plus de radiothérapie. Enfin, on voit bien que ce progrès, il est utile et que en médecine, par exemple, on va faire énormément de progrès grâce à l'IA. On a commencé. Quand vous allez faire un scanner, une IRM et qu'à un moment donné, c'est interprété par une machine, pardon, et je veux vraiment pas être désobligeant avec les médecins, mais moi, j'aime le fait que je me dis qu'il y a un médecin qui s'est penché sur mon IRM, mais qu'il y a aussi une machine qui s'est penchée. Et en fait, je pense qu'on a tous à y gagner. Donc ces nouvelles technos, elles ne sont jamais le problème. La source du problème, c'est l'usage qu'on en fait. On peut avoir un usage, on parle des fake news, on parle de la manipulation de l'information, on parle de ça. Oui, on peut avoir des usages qui sont extrêmement dangereux sur l'IA, puisque c'est une technologie qui est extrêmement puissante. On peut aussi en faire des choses extraordinairement belles et bonnes pour l'humanité. Alors, quel encadrement législatif tu vois à l'IA ? C'est vraiment très compliqué de répondre à cette question, parce que je pense qu'on prend le sujet actuellement, donc on est en train de découvrir, et l'entraînement législatif, il se pose à plein de niveaux. Il se pose sur à qui appartient la donnée d'entraînement, il se pose sur à qui finalement bénéficient les algos, il se pose sur les limites de ce qu'on peut y faire, les biais, on voit bien, enfin aujourd'hui, quand on balance une question à GPT-4, et nombreuses fois, il répond de façon très assertive avec des choses très très fausses. Donc il y a tout ce contrôle. On a une chose qui est réelle, et pourtant on le sait, avec l'IA, on a du mal à répondre à cette question, c'est le déterminisme de l'information et le fait d'être capable d'expliquer l'inférence produite par une IA. C'est-à-dire que l'IA me dit ça, mais pourquoi m'a-t-elle dit ça ? Pour vérifier qu'on n'a pas de biais de discrimination, etc. Ça, c'est extrêmement difficile à faire. On a encore beaucoup de mal à expliquer le choix d'une IA et le résultat d'une IA. Donc, il y a un encadrement législatif autour de ça et des obligations à donner aux entreprises. Maintenant, il y a des chemins législatifs qui sont encore plus compliqués. Sur la voiture autonome, aujourd'hui, il y a des cas d'éthique qui sont extrêmement difficiles à répondre. Et tellement difficiles à répondre qu'une des façons d'y répondre, c'est de réintroduire du hasard. C'est horrible. Je m'explique, mais enfin, tous les auditeurs connaissent le cas, je pense. Enfin, on a un vieux monsieur dans une voiture, et puis autonome. On a une petite fille qui traverse la route, qui a 4 ans et qui court après son ballon. Et à un moment donné, la voiture, elle doit décider si elle percute la petite fille et qu'elle sauve le vieux monsieur, ou si elle fait une embardée et qu'elle percute le mur et qu'elle tue le vieux monsieur. C'est quoi le bon choix ? Et c'est extrêmement compliqué, parce que rien ne permet de prédire l'avenir de cette petite fille, qui finalement sera peut-être un serial killer, et rien ne dit que ce vieux monsieur, finalement, il n'est pas en train d'inventer le dernier traitement qui permettra de guérir l'ensemble des cancers. On n'en sait rien. Donc, généralement, quand je pose ces questions-là pendant les conférences, c'est assez étrange, mais en fait, c'est assez économique quand je donne une conférence devant de jeunes gens d'écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. En règle générale, on me dit il faut tuer le vieux monsieur. Et puis, quand je donne cette conférence dans des entreprises où les gens sont plus âgés, en règle générale, il y a débat. Donc, et c'est pas aussi certain. Mais en fait, la question est complexe. Et en fait, c'est quoi l'encadrement législatif autour de ça ? C'est quoi la réponse qu'on donne à cette question ? Et une des réponses amenées, c'est de dire,
on n'a qu'à utiliser le hasard. C'est-à-dire, on tire à pile ou face. Je pense que c'est un peu facile comme réponse, parce que je pense que si on dit aux gens, si vous rentrez dans cette voiture, on tirera à pile ou face le fait que vous rentriez dans le mur et que vous mouriez, je pense que personne ne rentrera dans la voiture. Et que celui qui gagnera la bataille, c'est le constructeur automobile, ou plutôt le constructeur d'IA, disons-le, parce qu'il y a un grand changement dans l'automobile. On passe de je produis de l'acier, enfin j'intègre et j'assemble de l'acier et du plastique à je crée du logiciel, mais fondamentalement, le vainqueur sera probablement celui qui dit, écoutez, moi, mon job, c'est de faire des voitures les plus sûres possibles. Les plus sûres possibles pour les gens qui l'utilisent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réponse ? Je ne sais pas. En tout cas, l'encadrement législatif autour de ces sujets-là, et il y en a plein des sujets d'éthique, il n'y a pas que ceux-là, est extrêmement complexe. Ouais, c'est un cas qui m'a toujours laissé un peu perplexe parce que j'arrive pas à imaginer qu'on se pose ces questions en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire que à un moment donné, il faudrait qu'on identifie qu'il y a une petite fille, qu'on développe des algos pour connaître l'âge de la personne, qu'on développe des algos pour déterminer quel est le risque d'évitement par la droite, d'évitement par la gauche, est-ce que c'est un risque létal ou non. J'ai un peu l'impression que la réponse à la question de ces questions éthiques est un peu le choix par défaut, c'est-à-dire s'il y a un piéton, on essaie de freiner. A priori, certainement pas d'éviter par quelque chose qui pourrait être plus létal encore, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des piétons derrière la voiture qu'on va percuter à droite ou autre chose, et que finalement, il y a un peu un point d'arrêt à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on irait développer quelque chose qui risque d'être pire que le... Voilà, parce que l'évitement, c'est une chose qu'un être humain peut faire. En fait, la manœuvre d'évitement, c'est une manœuvre qui, en plus, avec les systèmes électroniques de contrôle de trajectoire dans les voitures, fonctionne de mieux en mieux. Et donc, je veux dire, c'est qu'un être humain, il pourrait prendre cette décision. Donc, en fait, on ne peut pas considérer que la voiture ne la prendra pas, cette décision. Il peut la prendre s'il y a effectivement la marge... Pas nécessairement, il n'aura peut-être pas vu qu'il y avait un mur. En fait, le véritable problème là, c'est... L'exemple vaut ce qu'il vaut, en fait, mais c'est dire qu'il y a beaucoup de cas d'éthique aujourd'hui et que légiférer sur ces cas d'éthique va être extrêmement compliqué. Ce d'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu, mais le MIT a, à un moment donné, produit un site web où il listait l'ensemble de ces cas d'éthique et il faisait jouer les gens à répondre à est-ce que je sacrifie un tel ou un tel. Et en fait, on s'est aperçu que la réponse à ces cas d'éthique était extraordinairement lié à l'origine des gens, c'est-à-dire à la culture et à la société. Et donc, en fait, la réponse en Chine, aux États-Unis ou en France n'est pas la même. Donc, ça complexifie encore le problème. Et je pense que la réponse législative va être extrêmement complexe parce qu'elle sera toujours en retard par rapport à la technologie. Et ça rend la réponse législative encore plus complexe. Et à mon avis, là, il y a un défi d'ampleur. Et tu touches du doigt un des sujets, à mon avis, essentiels sur l'IA, c'est que la techno est une chose, mais je pense que la techno sera toujours en avance par rapport à la société. Et la question est plutôt, quelle est la réponse sociétale à une technologie de rupture qui va très très vite, dans laquelle l'investissement est massif, alors même que nos sociétés sont généralement dirigées par des parlementaires qui ne sont pas de grands techniciens, de grands ingénieurs, et qui ne connaissent pas trop bien la techno et qui ne comprennent pas bien ces ruptures technologiques. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Je peux te partager le premier très gros contrat qui a été un game, vraiment ce qu'on appelle un game changer pour Wooz. Et je le dis d'autant plus qu'ils le savent, mais on est consulté en juin 2021 par un grand groupe qui veut s'équiper d'une solution de staffing pour ses plus de 300 000 salariés. Et on se dit, nous, que on est à ce moment-là, on a très très belles références, mais on reste encore petit. Donc on y va, mais on y va comme la petite société française qui a toutes les chances de se voir écartée très vite. Et cette société, en fait, a fait le choix d'aller avec nous en considérant qu'on était la solution la plus innovante et de très loin. Depuis, on travaille en partenariat et c'est assez incroyable de voir que, en fait, on a un grand groupe qui peut nous écraser du petit doigt. Enfin, faut quand même se le dire. On a grandi, certes, et qui a cette capacité à comprendre ce qu'est une start-up et notamment ses dirigeants et en fait à faire confiance, à donner les moyens et à comprendre les rythmes qui sont ceux d'une start-up et en même temps les rythmes d'un grand groupe qui nous challenge énormément
énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément, mais pour le bien de la boîte, et qui le font avec toujours beaucoup de précautions. Donc en fait, je pourrais citer plein d'anecdotes sur des trucs qu'on foirait, etc. Mais vraiment, là, j'avoue que on a été surpris, et c'est ce qui nous a amené très 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 vite à faire une levée de fonds, à derrière signer d'autres grands clients, etc. Et ça change complètement la vie d'une société. Et je pense que vraiment, le point, c'est de dire, quand on crée une start-up, il y a toujours un moment dans l'histoire de l'entreprise où il y a quelque chose qui va faire changer. Il y a un saut quantique qui fait que l'avenir change. Alors l'avenir, justement, c'est quoi pour Whoos ? On va continuer à se développer sur la France et l'Europe, qui sont des marchés l'Europe est un marché important pour nous. La France a produit de très grandes sociétés de services, des leaders mondiaux. Le premier, c'est Capgemini, Atos, Inetum, Sopra, etc. Donc on a produit des vrais leaders mondiaux. L'Europe a des grandes entreprises de services, donc on continue notre bonhomme de chemin sur la France et l'Europe. Assez vite, 2024, on va commencer à se sentir à l'étroit, et donc l'avenir pour nous, c'est d'aller aux US l'année prochaine, et donc on fera probablement une levée de fonds pour ça, parce que le ticket aux US, notre solution est déjà en fait en usage sur une cinquantaine de pays, mais là c'est vraiment l'idée, c'est de s'implanter et d'avoir des équipes aux US full time, et là il faut généralement un bon ticket. Un budget, ouais. Il faut un budget pour deux choses. Il faut un budget parce qu'il faut des équipes, notamment commerciales, et aux US les commerciaux coûtent très cher. Il y a une autre raison qui fait qu'on se doit d'avoir un bon budget aux US, raison un peu moins connue, mais les Américains sont très protecteurs et ont cette capacité à vous mettre devant un tribunal pour des problèmes de propriété intellectuelle qui n'existent pas, mais qui vont vous ralentir massivement. Et donc, être accompagné d'un grand fonds et avoir prévu un budget solide, ça permet d'éviter ce genre d'attaque, ou en tout cas de dissuader les attaquants. Et donc, aller aux US, ça se fait pas juste avec un billet d'avion et je me pose, et voilà. Donc, voilà, l'avenir, il est, on continue à grandir, on continue à pénétrer cette industrie, et puis on se déploie sur de nouvelles industries, mais ça sera une autre histoire. Super. Alors, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode ? Écoute, je pense que un bon candidat serait Karim Meguir, parce que Karim, c'est le fondateur d'Instadip, qui a revendu sa boîte à BioNTech, qui est un vrai spécialiste de l'IA, qui a toujours d'ailleurs de très très beaux clients, qui a travaillé pour DeepMind chez Google, qui a travaillé pour BioNTech, qui a travaillé, etc. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur la data, sur l'IA, sur l'avenir de l'IA. Et puis c'est une vraie success story, Instadip. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté start-up, IA, innovation. Tu me parlais de la data aussi. Il y a des gens qui sont vraiment aux opérations sur la data. Je pense à des gens... le nouveau DSI d'Orange, Bruno Chomel, est un type super intéressant, parce que c'est un patron de la transfo qui mise beaucoup sur la data, qui mise beaucoup sur l'usage de la data pour son business, ou... quelqu'un comme Jean-Philippe Boll, le patron de la transfo de Capgemini, qui pour le coup a une vraie stratégie data pour Cap en interne. Et je parle pas de Cap pour leurs clients, mais vraiment pour Cap en interne. Ça, c'est des gens très très intéressants, avec beaucoup d'expérience, et qui souvent ont quelques convictions à partager qui sont toujours intéressantes à challenger. Eh bien, merci pour la recommandation. Merci Marc. Merci Jean-Philippe. Vous venez d'entendre Jean-Philippe Couturier, fondateur de Whoos, sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.